Et c'est plutôt une bonne idée pour vous sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous répondez oui à 67% d'entre vous. Les 2/3 d'entre vous, vous êtes d'accord avec François Bayrou. On va en débattre avec nos deux invités. François Coq, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tiens, rapprochez-vous bien de votre micro. Je veux être sûr qu'on puisse vous entendre. Vous êtes analyste politique, essayiste et enseignant. Mathieu Hoc est avec nous également. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour vous à êtes tous. Secrétaire général. Belle promotion. Bravo du think tank Le Millénaire. On est avec vous au moins jusqu'à 8h50 pour débattre de cette idée. Faire appel au peuple, en tout cas, demander aux électeurs de valider le budget. Ça vous séduit comme idée ou pas? Faire appel au peuple, oui, 1000 fois oui, faire appel au peuple, mais pour trancher des questions politiques. Quelle va être la question? Qu'est-ce que c'est que cette question générale? Est-ce que vous êtes oui ou non d'accord pour réduire le déficit? Mais qu'est-ce qu'on met derrière? Quelle forme est-ce que cela va prendre réellement? Est-ce que c'est une seule question? Est-ce que c'est une multiplication de questions? Est-ce qu'on est en capacité de trancher à la fois plusieurs questions et de mener plusieurs débats? On ne résout pas un problème de blocage politique qui est le problème de la situation de démocratie minoritaire dans laquelle nous sommes actuellement par des artifices comme ça qui ont quand même des visées sans doute extrêmement politiciennes, parce qu'il ne vous a pas échappé que tout Premier ministre, que soit Monsieur Bayrou, ce n'est pas lui qui peut proposer un référendum. Son gouvernement peut demander au président de la République de lancer un référendum. Et c'est donc une façon pour le Premier ministre Bayrou, qui est quand même largement discrédité dans l'opinion par son déficit de légitimité initiale, mais aussi par son inaction quand même depuis plusieurs mois, d'essayer de se raccrocher au président de la République qui prenait un petit peu la poudre d'escampette et qui commençait à être partiellement, très partiellement, réhabilité malgré tout dans l'opinion. Oui, Mathieu Hoc. Je pense que j'ai un avis un peu différent en fait. Je pense que vous venez d'une famille gaulliste. Normalement, quand on fait appel à un référendum, même si ça vient d'un centriste, ça devrait vous plaire. Ça nous plaît et ça me plaît et ça me plaît. Je trouve que c'est séduisant. Non, un référendum dans l'idée de la Ve République, c'est pour trancher deux questions. Soit c'est pour demander aux Français de trancher les grandes orientations du pays sur un certain nombre de sujets, notamment sur la politique économique. Et à ce titre-là, faire voter un budget par référendum, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'un budget, c'est quelque chose d'éminemment politique et ça détermine les grandes orientations du pays en termes d'application de politique publique. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est aussi un référendum. L'objectif est de débloquer un blocage politique, justement, en l'occurrence, qui est le blocage à l'Assemblée nationale tel qu'il est actuellement. Attention, débloquer le blocage politique si les Français répondent oui à la question. Parce que s'ils répondent non, ça fera comme quand l'Assemblée rejette un budget. Et c'est là où je trouve que le point est le plus intéressant, en fait. C'est-à-dire, après, tout dépendra de la question que posera François Bayrou. Et effectivement, là, je suis d'accord avec vous, de la forme que ça prendra. Je pense que a priori, ça devrait prendre, quand on lit un peu en diagonale l'interview, ça devrait prendre une multiplicité de questions, au moins un minimum une question sur les recettes, une question sur les dépenses. Mais je pense que ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir enfin avoir, en tant que Français, l'occasion de pouvoir voter et d'exprimer ce que les Français pensent depuis déjà très longtemps. 71% des Français pensent que les impôts aujourd'hui sont trop élevés dans notre pays. 50% des Français aujourd'hui échappent à l'impôt sur le revenu. Il y a des situations comme ça d'injustice fiscale qu'il faut absolument résoudre et trancher. Et si le référendum de Après, les 50% qui échappent sont pas les plus riches non plus. Non, mais on est d'accord. Non, mais dans tous les cas, l'assiette de l'impôt sur le revenu est concentrée sur un minimum aujourd'hui d'actifs, 44% pour être précis. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, pour beaucoup d'actifs, est insupportable de devoir contribuer à un modèle de dépenses publiques et un modèle social qui aujourd'hui est dispendieux. Et je pense que pour une fois, avec un référendum sur cette question, a priori les Français sont plutôt d'accord avec ce que je dis pour l'instant, en tout cas si on en suit les enquêtes d'opinion, ça permettra de pouvoir poser la vraie question aujourd'hui de la justice fiscale dans notre pays. Alors, ceci dit, attention, parce que demander l'avis aux Français, par exemple, on a des enseignements sur les revendications de beaucoup de Français. Depuis cette semaine, on peut lire les enseignements du grand débat qui avait eu lieu après le référendum, après le mouvement des Gilets jaunes, et on connaît les doléances des Français. Une des première priorité pour ceux qui avaient envoyé leurs doléances, c'était à la fois de baisser les impôts et d'améliorer le système de santé. Ces deux volontés qui sont souvent contradictoires. On va avoir quand même une sacrée confrontation entre ce que souhaite faire Monsieur Bayrou, qui en surface est quand même de répondre aux injonctions de la Commission européenne, c'est-à-dire de récupérer le déficit qu'ont laissé filer les gouvernements précédents de Monsieur Macron. C'est quand même le dernier gouvernement qui a laissé filer le déficit au-delà des 6%. C'est quand même les gouvernements de Monsieur Macron qui ont fait plus de 1000 milliards de dettes
supplémentaires depuis son arrivée à l'Élysée. Vous étiez contre le quoi qu'il en coûte ou pas ? 2017. Je pense que le quoi qu'il en coûte a été extrêmement mal ciblé. Extrêmement mal On a trop distribué pour vous. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gouvernement Bayrou qui veut absolument rentrer dans les clous de la Commission européenne. Il vient d'ailleurs d'envoyer le document, puisque désormais on soumet notre budget par avance auprès de la Commission européenne. Ça fait longtemps. Pour revenir à 5,4% de déficit cette année, 4,6% de déficit l'année prochaine, avec l'objectif de ces 3% là absolument illusoires pour 2029. C'est ça. Vous y croyez pas ? Absolument pas, mais surtout je trouve que c'est une règle absolument absurde. Alors non seulement vous n'y croyez pas, mais vous dites qu'il n'y a pas besoin de réduire le déficit et l'endettement. Je dis qu'il faut réduire le déficit, mais qu'on n'a pas à se mettre le couteau sous la gorge aujourd'hui, au moment où il y a besoin de relancer le pays, de relancer une politique de production, de réindustrialisation de notre pays et de répondre, vous l'avez évoqué vous-même, aux aspirations des Français qui attendent aujourd'hui des services publics efficients, efficaces dans le domaine de la santé, de l'éducation et du reste. Je suis bien curieux de voir comment M. Bayrou va répondre à ces questions. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que parce que votre politique, en fait, ce que vous préconisez, va créer de la dette. La dette, c'est un abandon de souveraineté, c'est un transfert de souveraineté à ses créanciers. En plus, le modèle français fait qu'aujourd'hui, on finance notre dette par l'étranger et par les marchés étrangers, à plus de 56%. Donc, si l'on est aujourd'hui dans une optique, comme vous le dites, de vouloir réindustrialiser le pays, de vouloir renforcer la souveraineté, on ne peut pas ne pas vouloir respecter des critères qui sont des critères de bon sens, en termes de maîtrise à la fois de déficit et d'endettement, notamment les critères européens. Parce que sinon, je vous ai pas coupé. Non mais après on peut sortir. Moi nous on pense dans notre think tank qu'il faudrait sortir certaines dépenses des 3%. Les dépenses militaires par exemple notamment pourraient en faire partie, seraient exemptées de cette calcul de la règle des 3%. Mais pour autant on peut se dire aujourd'hui en France, et c'est je pense d'ailleurs un vrai problème de philosophie, qu'il faut à un moment donné maîtriser les comptes publics, maîtriser la trajectoire de l'endettement, parce qu'on peut pas être souverain et avoir 110% de niveau d'endettement. Je pense que c'est ça aujourd'hui le vrai sujet. Et surtout, le deuxième point que je voudrais amener, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français se sont appauvris, notamment depuis 2008. Quand vous prenez un indicateur qui est l'indicateur du PIB par habitant, en 2008, il était à $45 000 par habitant, et aujourd'hui, il est à $44 000. Donc c'est-à-dire que les Français se sont appauvris depuis la crise financière. C'est-à-dire qu'on produit moins de richesses par habitant. Et donc, si vous voulez aujourd'hui financer un modèle social, si vous voulez aujourd'hui financer des services publics, ce que les Français réclament, eh bien, il faudra travailler plus, produire plus de richesses, et c'est comme cela que l'on va pouvoir arriver à pouvoir avoir davantage de recettes fiscales. Et donc faire des économies aussi ou pas ? Et donc, effectivement, faire des économies, parce que ce sont les économies et les réformes structurelles qui permettent à un État de pouvoir augmenter ce qu'on appelle le fameux ratio PIB par habitant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'au nom d'une doctrine et d'une doxa austéritaire, on se retrouve avec un État qui va refuser d'intervenir sur ceux dont on a besoin aujourd'hui. On a ArcelorMittal qui est en train de supprimer 600 postes. On a ST Electronics, vous savez, les microprocesseurs, les microconducteurs, qui sont aujourd'hui, les semi-conducteurs, qui sont la clé de demain dans ce monde qui est en pleine mutation. Que vous voudriez nationaliser. Il y a une bataille internationale là-dessus. On a un État qui est un État non interventionniste sur ces questions. On a aujourd'hui besoin d'une politique industrielle. On a aujourd'hui besoin, vous l'évoquez vous-même, pour ces Français qui sont de plus en plus pauvres, d'avoir des services publics qui leur permettent de recréer la richesse de demain. Quand aujourd'hui le secteur de l'éducation est en panne, on a besoin de produire des ingénieurs. Quel est le problème des États-Unis aujourd'hui ? C'est qu'ils n'ont plus d'ingénieurs. Ils ont une rupture dans la chaîne des valeurs parce qu'ils ne sont plus capables de faire les choses par eux-mêmes. Nous, on a encore cette richesse-là, préservons-la. Sauf que, à force de s'endetter, on dépense presque autant en intérêt de la dette que dans l'éducation qui vous est chère. C'est pas viable à long terme, François Coq. C'est pas viable, mais il y a quand même un point d'équilibre aujourd'hui à trouver, parce que finalement, tout ce qui est décrit là depuis 40 ans, vous me décrivez la politique qu'on mène depuis 40 ans, depuis 50 ans, elle nous a amené à ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit depuis 40 ans, 50 ans ? Il faut toujours un petit peu plus se restreindre et jamais investir dans le service public, jamais investir dans l'intérêt commun. On ne se projette pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que la politique justement qui est menée depuis 40 ans, c'est la politique que vous préconisez, c'est-à-dire une politique d'augmentation des dépenses continues. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on a 58% de dépenses de PIB, et pour soutenir cette augmentation de dépenses affolante, une augmentation des prélèvements obligatoires. Je prends un exemple assez simple, celui de François Hollande en 2012 fait le même constat que vous et dit il faut augmenter les impôts. Il augmente de 48 milliards des impôts, 32 milliards uniquement sur les classes moyennes. Donc à un moment donné, c'est pas possible, c'est pas tenable dans un pays aujourd'hui où peu de gens payent l'impôt de pouvoir préconiser ce type de mesures. Non, pour moi, par exemple, vous parlez aujourd'hui de la crise des services publics, qui est une vraie attente des Français. Je suis d'accord là avec vous sur le constat. Les Français sont attachés à leurs services publics. Comment aujourd'hui on répare l'hôpital, par exemple, qui dépense
autant que dans les autres pays européens. Et je ne pense pas que les Allemands soient moins bien soignés que les Français dans leur pays. C'est 9% du PIB aujourd'hui, les dépenses de santé en Allemagne comme en France. Et pour autant, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des dépenses aujourd'hui en France sur les systèmes de santé qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas efficientes. Je pense qu'il faudrait, par exemple, il y a beaucoup de bureaucratie. 35% des emplois aujourd'hui à l'hôpital sont des emplois qui sont administratifs. Alors que quand vous comparez les hôpitaux allemands, c'est un ratio qui vaut ce qu'il vaut, mais on est plutôt entre 15 et 20%. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce que ça, c'est un constat qui est souvent fait sur beaucoup de services publics. Mais bon, on va essayer de schématiser un petit peu. Beaucoup de personnel administratif dans l'hôpital, dans la police aussi, beaucoup de tâches administratives. Mais si vous dites on en fera moins, où est-ce que vous affectez les fonctionnaires qui travaillent dans ces services administratifs? Vous n'allez pas les licencier, on ne va pas faire un plan social. Donc ça ne se corrige pas du jour au lendemain. Déjà dans l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui ont un contrat qui est privé, de droit privé. Donc vous les mettez... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut réallouer les ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il va y avoir des transferts qui vont être faits dans le privé, dans les hôpitaux privés, dans les hôpitaux associatifs, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aujourd'hui d'avoir des réaffectations de postes sans parler de grands plans. Je vois où vous voulez venir. Mais non, vous voulez me faire dire qu'on va licencier 1 million de fonctionnaires. Je veux au contraire que vous précisiez votre pensée, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les hôpitaux et la police et qui vous écoutent. Bien sûr. Mais moi, je pense qu'il faut revoir notre système aujourd'hui de santé, réaffecter effectivement les ressources qui sont administratives sur d'autres emplois, peut-être dans le privé, dans la santé toujours, peut-être ailleurs dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'aujourd'hui, cette situation n'est pas tenable. Et quand vous interrogez les soignants, nous on travaille beaucoup avec des soignants dans le cadre de nos rapports, il y a un véritable sujet aujourd'hui d'un système hospitalier et de santé qui est étouffé par un carcan administratif, une superposition d'agences et en plus, le fameux problème que je viens de vous décrire, le fait qu'il y ait beaucoup d'administratifs à l'hôpital. François Coq. Moi je crois que tout ça n'est pas vrai. Regardez, vos auditeurs le voient pas, mais j'ai 6 points de suture parce que j'ai fait une cascade il y a 2 jours. J'ai passé 8 heures aux urgences. 8 heures aux urgences pour 6 points de suture. Avec des personnels formidables, des gens formidables. Mais 8 heures, parce que ils étaient débordés. Il devait y avoir 2 urgentistes, 2 chirurgiens. Il y avait un urgentiste, un chirurgien. Voilà la situation de ce qu'est l'hôpital public aujourd'hui. Autant que les Allemands. Et on dépense autant que les Allemands. On a creusé le déficit de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que depuis maintenant 15 ans, on est dans des politiques qui sont des politiques où on fait tout porter sur l'acte lui-même. C'est quand même les vôtres, monsieur, qui ont lancé ces politiques de tarification à l'acte, de tarification à l'acte qui fait qu'aujourd'hui on est rentré dans un système consumériste d'un point de vue médical qui a fait exploser le déficit. Pardon, mais c'est pas ce que vous dites n'est pas contradictoire forcément avec ce que disait Mathieu Hoc. Il n'y a pas trop d'administratifs dans l'ôpital? Il y a sans doute peut-être trop d'administratifs, mais on a des problèmes structurels. C'en est un. C'en est un, mais on ne résoudra pas tout avec cette seule question-là. Le mode de financement de l'hôpital, je connais bien, c'est pas ce qui explique aujourd'hui le trou de la sécurité sociale. De toute façon, comme vous l'avez dit, c'est un problème qui est structurel. Le problème du monde de la santé, c'est que c'est assez simple. On prend n'importe quel marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé, vous avez une demande de soins qui a augmenté naturellement eu égard au vieillissement de la population, eu égard aux nouvelles maladies rares, aux maladies chroniques, etc., dialyse, diabète, etc. Donc vous avez une demande qui augmente et on a comprimé artificiellement l'offre, la démographie médicale avec le numerus clausus pendant 40 ans, et on a comprimé l'offre avec l'ONDAM, donc le financement des hôpitaux. Donc à partir du moment où c'est tout simple, c'est assez mécanique. Si vous comprimez l'offre et que la demande augmente, vous avez un problème sur votre offre. Mais que ce soit un financement de dotation globale comme avant la tarification à l'activité ou la tarification à l'activité, ça ne change pas le problème de fond qui est un problème de financement de l'hôpital. Bon, en tout cas, on a un avant-goût de la possible campagne référendaire de l'an prochain pour faire passer le budget si l'idée de François Bayrou va à son terme et est validée par le président de la République. Merci à tous les deux. Merci. François Coq, essayiste. Merci à vous également. Mathieu Hoc, ça rime, tiens, tous les deux. Vos noms riment, en tout cas, Mathieu Hoc, secrétaire général, s'il vous plaît, du think tank Le Millénaire.